Bonjour Yann Braud-Privé. Bonjour. Vous êtes présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Vous êtes une députée La République En Marche et vous êtes députée des Yvelines. Des syndicalistes CGT, hier, à nouveau, ont coupé le courant sur des sites sensibles en région parisienne, une partie de Rungis, une partie des installations aéroportuaires d'Orly. Est-ce qu'il faut les poursuivre ? Je ne crois pas qu'il faille les poursuivre, mais impunité. il faut... non, pas impunité, droit de grève de toute façon. Après, il faut donc les écouter les raisons pour lesquelles ils sont à ce point opposés à notre réforme. Continuer à... Non, c'est pas facile de les écouter, il faut dialoguer, il faut continuer à concerter. On ne peut pas faire cette réforme contre les Français, et donc on ne peut pas faire cette réforme contre les principaux syndicats. Est-ce que ce genre d'action, Yann Braud-Privé, est illégal ou est-ce qu'il est légal ? Ce genre d'action manifeste, encore une fois, une énorme désespérance de leur part. Maintenant, il faut impérativement qu'on les ramène dans le jeu, qu'on les ramène dans la concertation, puisque cette réforme ne peut pas se faire, à mon sens, sans eux. Donc ces modes d'action violentes, à mon sens, sont contre-productifs, en fait, oui. puisqu'ils gênent considérablement la population et ils sont peut-être beaucoup trop forts dans leur expression. Maintenant, on ne peut pas ne pas entendre et faire la sourde oreille aux revendications de cette partie de la population. Mais pardon, vous donnez le sentiment tout de même d'accréditer ce genre d'action. Si vous ne les condamnez pas, si vous dites qu'il faut les comprendre, après tout, ça encourage peut-être cette partie-là des syndicalistes, pas tous, hein, cette partie-là. Non, je ne crois pas, mais je crois que à force d'être dans des oppositions tout noir, tout blanc, et de considérer qu'on est deux camps retranchés, je pense que ça ne permet pas d'avancer et de faire progresser notre discussion et cette réforme des retraites qui, pour moi, est essentielle. Donc moi, je dis, il faut toujours maintenir le lien, maintenir le dialogue. Effectivement, par des actions aussi violentes, cela n'aide pas à la concertation et à la progression, mais il faut faire avec. Mais il faut faire avec parce que c'est l'état de la contestation aujourd'hui. Les policiers ont été rappelés à l'ordre, en quelque sorte, à la fois par le président de la République, par le ministre de l'Intérieur, et les violences en manifestation sont devenues un vrai sujet. Il y a eu un cas récemment d'un manifestant qui a été frappé au sol par un ou trois policiers. Ces policiers-là ont porté plainte contre le manifestant. Où est la vérité entre ceux qui se plaignent d'être frappés et les policiers qui se plaignent d'être agressés eux-mêmes? Sur ce cas précis, la justice la dira la vérité, puisqu'il y aura enquête. Il y aura enquête, probablement un juge d'instruction sera désigné sur ce cas-là en particulier. Et il y a enquête à chaque fois, justement, qu'il y a une contestation et une plainte. Et c'est ça qui est important. Maintenant, le fait de voir ces manifestations qui deviennent effectivement de plus en plus violentes nous oblige à nous interroger sur la façon dont on maintient l'ordre public en France. Et c'est ce que fait le ministère de l'Intérieur. Il a lancé toute une phase de réflexion. Il y a eu encore la semaine dernière une concertation avec les citoyens pour qu'ils nous disent comment ils voient leur police, mais il faut s'interroger et il faut travailler sur les stratégies de désescalade, comme il peut y en avoir dans d'autres pays d'Europe. Les policiers se sentent-ils suffisamment soutenus, à votre avis? Ils sont soutenus parce qu'ils sont les gardiens de notre ordre public. Moi, je pense qu'ils sont suffisamment soutenus. Maintenant, il faut absolument qu'on travaille tous, hein, les policiers, les citoyens, les syndicalistes, les manifestants, sur les façons de trouver une façon d'apaiser ces manifestations qui doivent pouvoir se passer sereinement. Donc moi, j'invite vraiment à une désescalade et je vois dans certains pays, il y a des forces de sécurité qui sont dédiées au dialogue dans les manifestations pour justement essayer de désamorcer. Et je trouve que c'est une bonne idée et une bonne piste. La nouvelle loi justice qui est passée, si j'ose dire, entre vos mains, entre les mains de la commission des lois de l'Assemblée nationale, comme au Sénat bien sûr, elle va être en application dans 2 mois. Cette nouvelle loi a pour objectif, entre autres, de réduire le nombre des peines de prison. On est à un moment où le niveau de violence et le niveau de délinquance augmentent sensiblement. Est-ce que c'est la bonne idée de réduire le nombre des peines de prison alors que la délinquance augmente? Alors l'objectif de la loi justice n'est pas de réduire les peines de prison, c'est justement d'avoir des peines de prison qui soient plus adaptées, plus appropriées pour justement éviter au maximum la récidive. Les moins nombreuses, disent les magistrats. Donc oui, mais pour éviter la récidive. Et qu'est-ce qu'on sait à propos de la récidive? On sait que par exemple les travaux d'intérêt généraux permettent d'avoir moins de récidive et on sait que les courtes peines de prison ne servent pas à grand-chose. Donc l'idée de cette loi justice, c'est de dire les peines de prison supérieures à 1 an
seront appliquées et ne pourront pas faire l'objet d'un aménagement immédiat, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Donc rendre les peines plus effectives et effectivement faire en sorte qu'on soit en dessous d'un an, une modulation, donc les peines inférieures à 1 mois interdites et en dessous de 6 mois exceptionnelles, et entre 6 mois et 1 an, il faudra effectivement qu'elles soient moins fréquentes pour trouver des peines plus efficaces. Le Figaro sort aujourd'hui un rapport de l'Observatoire des peines de prison qui indique que le nombre des peines de prison a augmenté de 8% l'année dernière, en rapport avec l'augmentation de la violence et de la délinquance. Est-ce que cette loi, encore une fois, ne va pas à contre-courant de ce qu'est la réalité quotidienne des Français ? Non, je ne crois pas. Encore une fois, j'ai bien expliqué le fait qu'il y avait 2 volets. Donc, une effectivité plus grande des peines de prison au-dessus d'1 an, et en revanche des peines plus efficaces. Peine plus efficace, ça ne veut pas dire pas de peine. Quand quelqu'un est condamné à faire un travail d'intérêt général et à travailler pendant plus de 100 heures dans un service public ou dans une collectivité territoriale, ça n'est pas ne pas faire une peine. En revanche, il faut avoir des peines adaptées qui, encore une fois, permettent de réduire la récidive, parce que c'est ça qui intéresse les Français. Ça n'est pas nécessairement de savoir que des personnes sont en prison, c'est de savoir que les personnes ne vont pas recommencer. Les magistrats condamnent trop ? Les magistrats font leur travail et apprécient pour chaque affaire la situation. Je ne dirais pas ça, parce qu'ils font leur travail en leur âme et conscience, et il n'y a pas à généraliser. Chaque magistrat juge chaque cas particulier comme il se doit. Dans quelques semaines, mi-mars, les élections municipales seront un moment important pour la vie politique du pays et évidemment pour la majorité présidentielle. L'Opinion sort ce matin une carte des zones blanches de la Macronie, c'est-à-dire des endroits où la République En Marche n'a pas ou quasiment pas de candidats aux municipales, des trous importants en Normandie, dans d'autres parties du territoire. 44% seulement des villes de plus de 9000 habitants ont un candidat à la République En Marche. Moins d'1 sur 2. D'où vient ce paysage mité de la Macronie en France? Alors nous sommes en train de nous implanter, nous sommes un nouveau parti. Parfois nous avions des équipes à mettre en place et à lancer sur une campagne municipale. C'est le cas dans ma circonscription. Moi j'ai 3 villes de plus de 9000 habitants pour lesquelles j'aurai des candidats République En Marche avec des équipes. Il se trouve que dans d'autres villes, nous n'avions pas... dispositif. Mais parce que parfois nous n'avons pas les hommes et les femmes qui souhaitent s'engager. Est-ce que c'est pas un constat d'inefficacité de la machine politique République En Marche? Non, pas du tout. C'est au contraire justement une vision très précise de notre territoire, et il n'aurait pas été opportun de présenter des candidats partout, là où ça n'était pas utile, parce que nous avions des maires en place avec lesquels nous travaillons bien, et il ne faut pas le nier. Et par ailleurs, parfois, nous n'avions pas de candidats parce que pas d'équipe. Les municipales, c'est une équipe. Il ne s'agit pas simplement de mettre une personne. Il faut une équipe, il faut une tête de liste, une équipe, un projet. Il n'y en a pas partout. Il n'y en a pas partout. Est-ce que ce n'est pas étrange quand même? Vous êtes au pouvoir, vous êtes de loin la force politique dominante. Peut-être c'est le signe, vous me le confirmerez ou non, d'une sorte de malaise de ceux qui sont aujourd'hui, qui exercent le pouvoir. Les députés sont-ils aujourd'hui à l'aise? Font-ils du prosélytisme autour d'eux et essayent-ils de faire en sorte d'être accompagnés? moi je ne crois pas du tout à cette analyse. Je pense que les députés sont constamment sur leur territoire, avec la population et avec les équipes militantes. Après, nous avons fait des choix au cas par cas et des choix qui se justifient vraiment par des contextes locaux. Donc non, moi, encore une fois... Par exemple, dans ma circonscription, j'ai 5 villes. Il y a 2 villes où on a fait une alliance avec les maires en place qui sont d'hiver droite, et 3 villes où j'ai des équipes République En Marche, et ça me semble tout à fait opérant. Comme vous le savez, même si ce n'est pas un scrutin national, il y aura un certain nombre de villes qui seront regardées de très près et qui seront symboliques d'un échec ou d'une réussite des municipales pour la Macronie. Paris, bien sûr. Qu'est-ce que le président de la République doit faire pour essayer d'apaiser ce conflit, semble-t-il, mortifère entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani? Alors, je ne parlerai pas de conflit. On a 2 personnes qui souhaitent devenir maire de Paris et porter les... Que doit faire le président? Le président, c'est ce qu'il a à faire. Moi, ce que j'espère simplement, c'est qu'on arrive à trouver un terrain d'entente pour que l'un des deux cède. Pas forcément. Encore une fois, je n'aime pas ce vocabulaire. Il ne s'agit pas de céder, il s'agit d'unir nos forces pour gagner Paris et pour enfin faire en sorte que Paris retrouve le chemin du progrès. Que l'un des deux se range derrière l'autre. Qu'ils unissent leurs forces. C'est ce que vous souhaitez. Merci Yael Bonne-Privé. Merci à vous.